Depuis plusieurs années, le cannabis médical fait débat. Plus de 40 pays l'ont déjà autorisé pour certains malades qui sont dans une impasse thérapeutique. La France vient de l'autoriser dans le cadre d'une expérimentation qui démarrera normalement en janvier 2021 et qui devrait concerner 3000 patients. Pascal Douek, bonjour. Bonjour Marina. Vous êtes médecin, vous êtes également patient expert. Depuis 2012, vous êtes atteint de sclérose en plaques et grâce à une très bonne connaissance de votre maladie, vous accompagnez d'autres patients dans leur parcours de soins. C'est ça qu'on appelle donc un patient expert. Et vous venez nous présenter votre livre, Le cannabis médical, une nouvelle chance, qui est paru aux éditions Solar, où vous dressez un état des lieux des applications médicales du cannabis. Déjà, votre engagement en matière de traitement du cannabis médical, c'est venu de quoi? De votre maladie directement? Alors, elle est venue de mon engagement auprès des patients dans le cadre d'associations de patients. Et dans ce cadre-là, j'ai été approché par l'Agence du médicament en septembre 2018 pour rejoindre le comité d'experts qui avait été constitué à la demande d'Agnès Buzyn pour porter un regard sur la pertinence ou non d'autoriser le cannabis médical pour un certain nombre de patients. Donc voilà. On va bien préciser qu'il s'agit du cannabis médical et non pas récréatif. C'est pas la même forme, c'est pas la même dose, ça n'a rien à voir. Tout diffère entre le cannabis médical et le cannabis récréatif. Le cannabis médical s'adresse à des malades qui sont des malades graves, qui sont en impasse thérapeutique, et les variétés de cannabis qui sont utilisées dans le cadre du cannabis médical varient également. Et puis la dernière chose qui varie, c'est tout l'encadrement médical. C'est-à-dire ce sont des prescriptions médicales et une délivrance en pharmacie. Alors, sous quelle forme on utilise le cannabis médical? Alors, le cannabis médical s'utilise dans les 40 pays, ou dans les plus de 40 pays que vous avez cités tout à l'heure, sous plusieurs formes. Généralement, la forme fumée est la forme qui est exclue, la forme joint. Il y a d'autres dangers, bien évidemment. Compte tenu des produits de combustion et de la toxicité des produits de combustion. Donc les formes autorisées, ce sont les formes vaporisées. La vaporisation se fait à l'aide d'un petit appareil électrique qui diffuse les principes actifs de l'herbe de la fleur séchée. Donc ça, c'est un intérêt pour les malades, c'est que l'efficacité est assez rapide. Au bout de quelques bouffées, dans le cas des douleurs par exemple, surtout des douleurs paroxystiques, on peut ressentir un soulagement. La deuxième forme, ce sont des huiles qui sont utilisées par voie sublinguale. Là aussi, on a un effet qui est moins rapide, mais qui reste malgré tout rapide entre 1 à 2 heures. Et puis la troisième, ce sont les gélules. Voilà. La particularité des gélules, c'est que l'effet est décalé 2 à 4 heures. Donc on peut utiliser à la fois dans les douleurs chroniques, qui sont quand même la première indication du cannabis médical, une forme de fond, le cannabis en gélule, et puis pour les douleurs paroxystiques, pour les poussées aiguës, soit la forme fumée, soit la forme sublinguale. Donc c'est essentiellement pour les pathologies douloureuses que ça s'avère intéressant? C'est majoritairement les pathologies douloureuses, mais 5 indications ont été retenues dans le cadre de l'expérimentation. Donc les douleurs neuropathiques, qui sont des douleurs sévères avec des lésions neurologiques, les effets secondaires des chimiothérapies anticancéreuses, donc les nausées, vomissements ou les pertes d'appétit, les spasticités douloureuses de la sclérose en plaques, les épilepsies sévères pharmacorésistantes, donc qui ne répondent pas au traitement de l'enfant. Donc ce sont 2 formes d'épilepsie sévère qui ont été identifiées. Et enfin l'accompagnement des patients en soins palliatifs. Il y a quand même des contre-indications à cet usage. Alors, il y a 2 contre-indications qui sont assez faciles à comprendre. Ce sont la grossesse et puis l'allaitement chez le bébé. Pourquoi? Parce que le THC, qui est le principal actif, et c'est celui qui est psychoactif, passe dans les tissus graisseux et donc monte au niveau du cerveau et donc produit un ralentissement du développement cérébral. C'est pourquoi, quand on prescrit à une femme en âge de procréer, les médecins qui participeront à l'expérimentation devront s'assurer soit qu'elle a une contraception, soit qu'elle ne prenne pas de cannabis, pas dans la grossesse, de même si jamais elle allaite. Dans votre expérience, donc, quand vous avez commencé à l'utiliser pour vous, ça a été un soulagement rapide de vos douleurs? Alors moi je suis rentré dans l'approche et l'utilisation du cannabis tout simplement parce que dans le cadre de mes activités dans le comité d'experts, j'ai été amené à interviewer de nombreux patients qui l'utilisaient dans le domaine de la sclérose en plaques. Et j'ai retrouvé de nombreux patients qui avaient des symptômes proches des miens et je me suis dit pourquoi je n'essaierais pas aussi d'être soulagé par le cannabis. C'est pas facile à utiliser. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays où c'est illégal, bien évidemment, et puis que c'est pas en allant acheter chez le dealer dans la rue qu'on va trouver les variétés qui vous permettent de vous soulager. En fait, il y a à peu près, dans le cadre de l'expérimentation, 5 variétés différentes seront mises à disposition, chacune sur des dosages de THC et de CBD, les 2 principaux actifs du cannabis, qui sont différents. Donc c'est ce ratio entre le THC et le CBD qui permet de définir l'effet thérapeutique
que l'on recherche. Donc quand vous achetez dans la rue, vous ne savez pas ce que vous achetez, donc vous ne pouvez pas connaître la composition. Donc finalement, tous ces patients qui l'utilisent, soit l'achètent dans la rue, soit l'autocultivent. Voilà, l'autoculture est un élément qui est important. Soit ils vont se procurer dans des pays dans lesquels le cannabis médical est autorisé. Et dans certains pays, avec une ordonnance française, on peut parfois l'obtenir. Moi, j'ai joué à l'apprenti sorcier. Et ça prouve bien effectivement qu'on ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier, puisque j'ai réussi à avoir qu'un soulagement partiel. Mais pourquoi? Parce que dans le cadre de la sclérose en plaques, il y a bien une forme particulière qui est nécessaire et que je n'ai pas pu l'obtenir jusqu'à présent. Comment on explique quand même, je disais 40 pays qui l'autorisent, la France qui recule au fur et à mesure de l'expérimentation, ça devrait démarrer, on l'espère vraiment, en janvier. Ça suscite encore une grande méfiance, notamment de beaucoup de politiques. Comment on explique ça? Qu'est-ce qui nous rend, nous, plus méfiants que les autres pays? Écoutez, la France a un statut particulier en Europe puisqu'on est le premier pays consommateur au niveau cannabis. On est aussi historiquement le premier pays en termes de répression. On est le pays le plus répressif sur le cannabis médical. Et ce qui prouve qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre les deux. Oui, exactement. Et il y a une anxiété, on va dire, de l'appareil politique que le cannabis, l'autorisation du cannabis médical soit une porte ouverte vers la légalisation. Et on le voit bien en ce moment. Tout le monde s'agite autour de la légalisation. Il y a de la confusion aussi dans l'air qui règne entre cannabis récréatif, cannabis médical. Ce sont deux problèmes différents. Pardon ? De légaliser le cannabis et d'autoriser le cannabis médical, ce sont deux choses différentes. On dit sur des sujets complètement différents. Et c'est bien pour ça que dans cannabis médical, il y a cannabis et que ça crée effectivement un état de confusion. Je crois que c'est aussi dans cet état d'esprit que j'ai essayé d'écrire ce livre pour essayer de clarifier les différences qui règnent. Vous êtes optimiste là, pour l'expérimentation? Elle devrait vraiment démarrer en janvier? Écoutez, elle démarrera probablement pas en janvier. Je pense que moi je suis préoccupé pour ces 3000 malades qui sont en attente du démarrage de l'expérimentation, initialement prévu en juin, reporté en septembre, puis finalement en janvier. Aujourd'hui, on est toujours en attente du décret, de la signature de ce décret qui permettra la mise en application, mais le jour où le décret sera signé, il va falloir former l'ensemble des médecins. Donc les formations sont quasiment prêtes aujourd'hui. Il va falloir identifier les médecins volontaires, les former. Il va falloir mettre en place un appel d'offres auprès des producteurs de cannabis pour définir effectivement les produits qui seront délivrés aux malades. Il faut au minimum 3 mois entre le moment où le décret est signé et le démarrage les dernières informations de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, c'était au plus tard, fin d'année, le décret sera signé. Vous voyez, donc écoutez, votre livre en tout cas est édifiant, il est très clair mais édifiant, ça serait bien que tous les méfiants le lisent. Le cannabis médical, une nouvelle chance, Dr Pascal Dweck, c'est chez Solar. Merci beaucoup d'être venu. Marina. À 14h40, le docteur va être consacré